Troisième aspect, c'est à contrario des activités qui étaient spécifiquement des activités de la sphère privée qui ont aujourd'hui tendance à être totalement marchandisées. C'est le ménage, parce que quand les deux, dans un couple, quand la femme et l'homme travaillent, on a tendance, dans les couples qui ont les moyens, à effectivement avoir quelqu'un qui vient faire le ménage, leur passage, c'est aussi la garde des enfants, donc une tendance à la marchandisation de plus en plus importante d'activités qui avant étaient considérées comme des activités familiales, si on peut dire, et pas des activités relevant de la sphère de la marchandise. Donc à partir de là, effectivement, se poser la question de qu'est-ce que le travail, quelle est sa place, pourquoi travaille-t-on finalement? Et c'est une question fondamentale, parce qu'on peut dire que finalement, soit ce qui est central, c'est la question de la production. Et dans ce cas-là, bon, on produit, et finalement, donc on produit. Pour produire, il faut travailler, sans limite sur la question de la production. Au niveau du front de gauche, nous inversons, nous posons de la manière exactement l'inverse, c'est-à-dire on travaille pour produire. Mais si on travaille pour produire, on travaille jusqu'à quelle limite, et on a besoin de produire jusqu'à quelle limite. Et nous disons qu'à partir du moment où on a produit les biens nécessaires à une vie correcte à l'échelle de l'ensemble de la planète, ce n'est pas la peine de continuer à produire, et donc ce n'est pas la peine de continuer à travailler. Ce qui veut dire que pour nous, globalement, la masse de travail doit dépendre de la masse de biens ou d'activités nécessaires à une vie qui soit une vie correcte, mais sans tomber dans le gaspillage, dans l'hyperconsommation, tel qu'on veut, tel que finalement ce système le génère, notamment par toute la société de consommation, la publicité qui vise donc à nous faire consommer toujours plus sans se préoccuper de pourquoi cette consommation. Si on part donc de ce principe qu'une fois qu'on a atteint la production des biens nécessaires pour vivre correctement sur l'ensemble de la planète et que donc le temps de travail doit être déterminé par cette masse de biens nécessaires à produire, du coup la question qui est posée c'est comment répartit-on, comment faut-il répartir ce total, ce global de temps de travail. Dans les faits aujourd'hui, ce total est réparti entre des personnes qui travaillent beaucoup au point de se rendre malade au travail, mais à l'inverse, des personnes qui sont exclues du travail. C'est un mode de répartition du temps de travail. C'est le mode actuel du système donc, qui répartit le temps de travail entre des personnes qui vont travailler beaucoup, les salariés qui vont beaucoup travailler, et d'autres qui au contraire vont être au chômage. Nous sommes pour la répartition du temps de travail entre tous. C'est-à-dire que nous préférons que tout le monde ait un travail, et travaille moins s'il y a besoin de moins travailler pour produire ce qui est nécessaire, plutôt que d'avoir une fraction de la population qui, elle, travaille trop, pendant que d'autres, au contraire, ne travaillent pas assez. Ce qui donc implique une répartition donc, et une réduction de fait du temps de travail, parce que compte tenu des gains de productivité, aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'autant de temps de travail que ce soit à l'échelle de la vie, ou que ce soit en temps de travail mensuel ou hebdomadaire ou à la journée, il y a besoin de moins de temps de travail pour produire les biens nécessaires, et donc on peut réduire le temps de travail de l'ensemble des salariés. Donc c'est notre façon de voir, avec, je ne suis pas convaincu que ce soit un débat qui soit très présent ici, j'en sais rien après tout, le débat sur réduction du temps de travail ou revenu universel. Nous considérons qu'à partir du moment où il y a des biens nécessaires à produire, ne serait-ce que pour manger, s'habiller, construire les infrastructures nécessaires et ainsi de suite, y compris pour ce qui est de l'activité culturelle et de loisirs, nous considérons que au nom de l'intérêt général, tout le monde doit participer de cette activité de production, que ce soit production industrielle, production de services, production intellectuelle, artistique et autres. Bon. Et donc nous sommes plutôt pour le fait que, en fonction de cette nécessité, on détermine à un moment donné de l'histoire combien d'heures on a besoin de travailler pour cela, plutôt que d'aller vers donc, ceux qui proposent le revenu universel, ensuite chacun travaillant s'il le souhaite ou pas. Donc
Donc ça, je précise, même si c'est peut-être pas un débat. Bon. À partir de cette réduction du temps de travail, cette réduction du temps de travail, elle peut porter sur la vie, comme elle peut porter donc sur le mois, sur la semaine. Sur la vie, nous considérons qu'aujourd'hui, le débat qui a été porté, notamment dans la loi sur les retraites, sur le fait que puisqu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps, est un débat absurde. Puisque dans ce cas-là, on part finalement du travail vécu comme une contrainte et plus du travail conçu comme une nécessité pour quelque chose. Si on part, donc, comme je disais tout à l'heure, de la nécessité de produire de ce dont on a besoin, la question ne se pose pas de savoir s'il faut travailler plus parce qu'on vit plus longtemps. Ça n'a aucun sens de le poser comme ça. La question donc est le temps global de travail nécessaire. Et par ailleurs, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, bon, c'est vrai qu'on vit plus longtemps, c'est peut-être aussi parce qu'on travaille moins longtemps et moins durement que les générations précédentes. Et ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, puisqu'on cite très souvent l'Allemagne comme exemple, avec le report de l'âge de la retraite et le fait qu'il y ait une baisse de l'espérance de vie, peut montrer que justement c'est bien parce qu'on travaille moins longtemps de nos jours qu'on vit plus longtemps en bonne santé, notamment parce qu'il ne suffit pas non plus de vivre plus longtemps, il faut quand même vivre plus longtemps en bonne santé, sinon c'est un intérêt qui est quand même plus réduit. Donc, ce qui explique pourquoi nous maintenons la retraite à 60 ans, parce que nous considérons qu'il est possible d'avoir la masse de travail nécessaire sans avoir besoin de travailler au-delà. Ce qui nous amène aussi donc, par exemple, à refuser le travail du dimanche. Parce que, en dehors d'activités strictement nécessaires à la société, par exemple la santé, on ne va pas fermer les hôpitaux le dimanche, effectivement, ce qui est un certain volume de possibilités de transport, de possibilités de loisirs, nous sommes contre étendre le travail du dimanche à tout et n'importe quoi, si on peut dire, si vous passez l'expression, parce qu'il n'y a aucune raison d'être amené à avoir accès à tout moment de la vie. Parce qu'aujourd'hui, la bataille qui a lieu sur le travail du dimanche en France, il y a d'autres pays, que ce soit les États-Unis, et c'est en train aussi de se passer en Espagne, où on nous explique qu'il faut aussi travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc nous, ce n'est pas notre conception de la vie, puisque nous considérons donc que ça ne sert à rien de travailler pour travailler, mais qu'on travaille bien dans un objectif précis. Ça nous amène aussi donc à ce que j'ai dit de fait, quoi, en dehors du refus du travail du dimanche généralisé, à refuser donc l'extension aussi des horaires des ouvertures de nuit. On peut très bien faire ses courses à un autre moment que la nuit ou que le dimanche. Alors, quand certains nous disent « Oui, mais comme je travaille le samedi, je suis obligé d'aller faire mes courses le dimanche. » Oui, mais justement, nous, comme nous sommes pour réduire ces obligations, ces contraintes de travail, que ce soit le soir, le samedi ou le dimanche, donc s'il y a moins de gens qui ont ces contraintes, de fait, c'est pas la peine du coup d'ouvrir les commerces et les services à ce moment-là. Si tout le monde revient aux 35 heures sur la semaine, il y a, une fois qu'on a fini son horaire de travail, il y a le temps pour faire les démarches administratives, pour aller à la bibliothèque, pour faire ses courses, à un autre moment que donc, le samedi ou le dimanche, sans oublier que l'accès, pour certains, de toutes les activités samedi et dimanche, se fait au détriment de ceux qui, eux, sont obligés de travailler, et comme par hasard, ce sont ceux qui ont les plus petits revenus qui sont amenés à être obligés de travailler. Donc voilà un peu cette philosophie de la place du travail qui pour nous est centrale pour expliquer donc comment on aborde ensuite, donc, par exemple, le temps de travail comme je viens de le dire. Deuxième grande question aujourd'hui sur le travail, ce sont le style d'organisation du travail depuis quelques décennies maintenant. Donc c'est avec l'arrivée de la production à flux tendu, l'obligation du coup de répondre en termes de temps de travail. Donc du coup, ce sont les salariés qui doivent s'adapter à la production avec toutes les contraintes que ça implique et toutes les conséquences que ça a justement donc en termes d'horaires discontinus, de modification d'horaires à tout moment, puisqu'il faut justement répondre à ces flux tendus, et ça peut donner cette caricature qu'on a en ce moment dans l'automobile, où des semaines, les travailleurs vont faire des heures supplémentaires, par ailleurs exonérés et défiscalisés, et puis les semaines suivantes, ils vont être en chômage technique, aussi aidés d'ailleurs. C'est-à-dire
Dans ce cadre-là, d'ailleurs, les entreprises touchent les aides dans les deux cas. Bon. Mais avec des salariés donc, qui sont amenés à faire des semaines très lourdes, d'autres semaines par contre sans travail, tout ça pour que soient livrées les voitures à temps prévu, hein, promis au moment de la commande faite par l'acheteur. Bon, et c'est plus l'acheteur qui doit programmer ses achats de manière à s'y prendre à l'avance par rapport à la date où il veut avoir son achat. Non, c'est la production qui doit se plier aux exigences du consommateur, et donc du coup c'est les travailleurs qui doivent se plier à ces exigences, sachant que le consommateur étant lui-même un salarié, il peut exiger d'un autre de se plier à ces exigences du consommateur, mais lui, au moment où il se retrouve salarié, trouver que c'est scandaleux que lui soit obligé de se plier. Nous savons tous que nous sommes, en tant qu'êtres humains, parfaitement contradictoires par moment. Donc, premier aspect, donc, c'est production à flux tendu. Deuxième aspect, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'industrie a beaucoup reculé dans nos pays, et que la principale activité au niveau du travail, ce sont les activités de service ou de commerce, avec comme conséquence des salariés qui sont finalement pris entre d'un côté leur employeur et les obligations fixées par l'entreprise, et de l'autre côté les citoyens ou les usagers d'ailleurs quand il s'agit d'administration. Et donc dans une situation où on va demander à ces salariés de répondre aux demandes de l'usager ou de client, de donner soit un bon produit, soit un bon service, mais en même temps on va exiger de lui au niveau de son entreprise, quelle qu'elle soit, qu'il fasse ça le plus vite possible, hein, et au moindre coût pour l'entreprise. Et donc on arrive à une situation d'injonction paradoxale où le salarié va se retrouver, finalement, on va lui demander de bien faire son travail, et on va lui donner des conditions qui ne lui permettent pas de bien faire son travail. Ce qui fait que ça a en général comme conséquence deux choses possibles. Un repli dans le cynisme absolu, puisque le travailleur va se dire, puisqu'on exige que je travaille le plus vite possible sans se préoccuper de la qualité du travail, tant pis pour eux, je fais mes heures, et puis je ne rêve que d'une chose, c'est qu'une fois mes heures terminées, je passe à autre chose. Bon, et je m'échappe dans autre chose. Donc ça, c'est une position. Ou l'autre position, c'est la souffrance au travail du salarié qui est pris dans cette contradiction qu'il a envie de faire bien son travail et qu'on ne lui donne pas les moyens de bien le faire, et au contraire, en fait, on le pousse à mal faire son travail parce qu'il n'y a pas d'autre solution compte tenu des conditions qui lui sont faites, plus compte tenu aussi de la compétition qui est aujourd'hui le cadre général de ce qui se passe dans les entreprises, compétition organisée entre salariés, qui du coup met les salariés dans des situations invraisemblables et intenables. Bon, ça, malheureusement, on le vit au quotidien, et on voit les conséquences avec les tentatives de suicide et les suicides réussis, hélas, de salariés de tout niveau, de tout type d'entreprise, qui, à un moment donné, par rapport à cette impossibilité de se réaliser au travail, craquent parce que eux ne versent pas dans le cynisme et donc ne peuvent pas supporter la situation qui leur est faite. Sachant que, de notre point de vue, toute personne, en général, c'est une immense majorité, aspire à produire un travail de qualité. Il y a quasiment personne qui n'a qu'une envie, c'est de faire n'importe quoi, peu importe, quoi. Toute personne a envie de se réaliser dans ce qu'elle fait, que ce soit au travail salarié ou que ce soit dans ses activités propres d'ailleurs. Toute personne a envie d'être fière de ce qu'elle va faire, que ce soit de ce qu'elle fait de ses mains, que ce soit ce qu'elle fait de sa tête, dans tous les cas, quel que soit le niveau dans le travail, toute personne aime être reconnue pour ce qu'elle fait. Et de ce point de vue, c'est aussi finalement la perte de reconnaissance des qualifications aggrave aussi cette